Nous avons à peu près 30 minutes pour discuter avec toi et pour laisser venir et se préparer à des questions. En même temps que tu citais mon nom, je pensais à Michel Denisant, qui en réponse au 4 prix Nobel, qui avait signé ce texte, avait écrit un texte sur le travail de prépa, dans lequel il disait que quand il dit les propos des prix Nobel, il ne peut être que d'accord avec eux. Mais il y avait quelque chose en lui qui résistait quand même. Et il a écrit ce merveilleux texte sur le travail de prépa, dans lequel il défend en plus l'idée que certains de ces patients qui arrivent dans cette période-là vont développer cette capacité de se fixer sur l'objet d'amour, et ce qui va les tenir jusqu'au bout. Donc ça met beaucoup de doutes et beaucoup d'interrogations sur ce moment-là. Ce moment-là, il y a aussi beaucoup d'interrogations, parce qu'on a aujourd'hui quelques chiffres sur les gens qui doivent mourir, hein, c'est les chiffres de l'enquête de l'INED et de l'Observatoire national de fin de vie. Il y aurait environ 10 000 personnes qui chaque année demanderaient une aide active à mourir, d'après cette étude, mais la moitié change d'avis dès lors qu'on leur offre un espace d'écoute. Ces chiffres couvrent ceux dont on dispose de Belgique ou de Hollande. Après l'entretien avec le deuxième médecin, la moitié de ceux qui ont demandé l'euthanasie changent d'avis. Et on a aussi les chiffres de Wisconsin, où le suicide assisté est autorisé. Il y a aussi un entretien avec un médecin. Et là encore, après l'entretien, il y a la moitié de ceux qui ont demandé le suicide assisté qui changent d'avis. Autrement dit, il y a beaucoup d'incertitudes sur ce temps-là. Hein, et je crois qu'effectivement, ce qu'on assiste en Hollande et en Belgique, avec le nombre de projets de loi qui sont déposés actuellement, je crois qu'il y en a 27 en Hollande, pour élargir le champ d'application de la pratique de la pénalisation de l'euthanasie, questionne et interroge. Alors, vous la parole. Bonsoir, je m'appelle Gilbert Restel. Je suis le délégué de la DMV de la Haute-Garonne, 1200 adhérents. Et ce soir, je vous parle au nom des 94% de Français qui sont pour l'euthanasie. Alors, c'est formidable. Votre exposé est merveilleux. Votre morale, je remplacerai ce mot moral par citoyen. Le droit de mourir dans la dignité, le respect de la volonté de la personne, c'est seulement un problème citoyen. Ça n'est ni les politiques, ni les médecins, ni la religion. C'est nous-mêmes. Pourquoi? La vie, c'est le seul bien qui nous appartient. Et depuis qu'on a aboli la loi de la peine de mort, c'est bien ce qui nous reste. Parce qu'aujourd'hui, il ne nous reste plus grand-chose. Alors, laissez les politiques, les médecins ou la religion décider pour nous, je ne suis pas tellement d'accord. Maintenant, je vais vous donner quelques chiffres. Déjà, concernant les propos de M. Marmy, si on reportait les cas de demande d'euthanasie avec directive anticipée, comme le prévoit la loi Leonetti, par rapport à la Belgique et à la Hollande, comme le disait tout à l'heure M. Marmet, ce serait 10 000 personnes. Mais jusqu'à présent, la proportion n'a pas été démontrée que seulement la moitié continuerait leur démarche après avoir consulté un médecin. Alors, je vais vous parler d'hypocrisie. Je vous dis 10 000 sur 550 000 décès en France. Et vous devez savoir qu'aujourd'hui, il y a entre 15 et 20 000 euthanasies clandestines par décision médicale. Et j'autorise quiconque à venir dans les tribunaux, s'il n'est pas d'accord, il conteste ces chiffres. L'autre chose dont je voulais vous parler, c'est le choix de cette euthanasie. Mais 1200 adhérents de la DMV Haute-Garonne me disent quoi? Ils disent on est rassurés de savoir que nous avons écrit nos directives anticipées, que nous avons désigné notre personne de confiance, et nous espérons que nous allons être écoutés le moment venu. Et ça nous permet de vivre heureux. Parce qu'en fait, nous, à DMV, ce que nous cherchons, ce n'est pas tellement à mourir dans la dignité, c'est à vivre dans la dignité.
Alors, qu'est-ce que nous avons fait avec nos directives anticipées? Nous avons estimé notre niveau de vie digne. Et nous disons ceci. Lorsque nous aurons atteint ce niveau de vie digne, que nous l'aurons dépassé, eh bien nous souhaitons être aidés. Et nous comprenons tout à fait que les médecins ne puissent pas être d'accord pour aider quiconque pourrait demander l'aide à qui demander. J'aurais une chose à vous dire, mais je vais rendre la parole pour la laisser aux autres. Je vous remercie de votre position. Je ne suis pas certain qu'on ne partage pas un certain nombre de vos principes. On n'est pas très éloignés. La seule chose, si vous voulez, qui m'interroge, et c'est la seule différence qu'on peut avoir, d'abord, votre propos, il est tout à fait convaincant. Tout à l'heure, on évoquait Wisconsin, enfin, en Oregon, par exemple, les gens qui peuvent effectivement bénéficier du système médicalement assisté sont assez peu nombreux à utiliser cette possibilité qui leur est donnée. Donc moi, ce qui m'interroge, c'est une législation, c'est-à-dire faire avancer encore la loi Leonetti. C'est la seule chose qui m'interroge. Et la seule réserve, si vous voulez, que j'émets, mais encore une fois, c'est une réserve très subjective, c'est voyant dans au moins 2 pays très proches ce qui se passe aujourd'hui. Tout ce que vous dites sur les chiffres est juste, à mesure aussi où il faut prendre en compte qu'il y a beaucoup d'euthanasies qui ne sont pas déclarées, comme vous le savez, puisqu'on déclare a posteriori. Donc les chiffres que vous donnez sont des chiffres indicatifs que je respecte, mais qui ne sont pas conformes à la réalité. Et quand on fait vraiment un travail de terrain, et encore une fois, vous voyez, je vous dis, je ne sais pas quelle est ma position personnelle, c'est demain, j'ai été confronté à titre personnel à ces questions. Et moi j'ai connu le père fondateur, parce que quand je faisais une étude de philosophie, figurez-vous que j'allais au Lafayette, et j'ai rencontré quasi des pères fondateurs ou des pères fondateurs de l'ADMD. Donc j'ai un immense respect pour eux, pour les valeurs qu'ils défendent. Uniquement, ce qui me gêne aujourd'hui, c'est l'histoire d'une législation sur l'euthanasie. Une fois que j'ai dit ça, je suis un grand démocrate. J'enseigne l'éthique à l'université Paris-Sud. Aujourd'hui, quand j'enseigne la loi du 22 avril 2005, j'enseigne la loi du 22 avril 2005. Si le Parlement, demain, évolue, je suis un républicain et j'enseignerai de nouvelles lois. Voilà. Je vous ai répondu maladroitement, gardez uniquement de mon propos que j'ai beaucoup d'essais pour ce que vous avez dit et je partage beaucoup de vos principes. Qui veut prendre la parole? Ne donnez pas l'impression qu'il y a des membres de l'ADM2 dans cette salle. Ce qu'on pourrait faire, c'est de se laisser, c'est d'accord. On offrira à la première personne, parce que j'ai remarqué que ça marche très bien, un livre gratuit. En général, j'offre dans les réunions le traité de bioéthique en 3 tomes. Vous savez que les restes, j'avais un traité de bioéthique en 3 tomes extraordinaire. Il y a tout un ensemble de livres. On a aussi un livre éthique et fin de vie de 600 pages qui peut être. Et là, on offrira le livre l'euthanasie. Je vois qu'il y a des gens intéressés. Je voudrais savoir ce que vous pensez du grand âge, parce que jusqu'à maintenant, il n'est question que de fin de vie dans la souffrance, enfin dans la maladie. Et le grand âge, quand la personne en a vraiment assez de vivre, qu'elle estime avoir passé toute sa vie. Alors, la réponse. Votre point de vue. Allez-y, développez votre point de vue avant. Là, c'est pas une question, vous êtes déjà. Développez votre point de vue, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, je pense que c'est la même chose. On devrait pouvoir avoir droit, en tant que citoyen, être humain, à choisir le moment de son départ. Même s'il n'y a pas de grande maladie, si on a été capable de faire une analyse de sa vie et qu'on part en toute sérénité, pourquoi pas? Parce qu'on pose le problème là, de la communauté, des enfants, de tout l'environnement. Et je trouve que ça, on devrait aussi l'aborder. Pour vous, la réponse adaptée, ça serait laquelle? Et ça dépend, je pense que ça dépend des personnes. On ne peut pas régler les choses comme ça. Il y a des personnes qui en ont assez de la vie à 80 ans, qui ne sont pas malades. Il y en a d'autres qui vont attendre 100 ans, qui vont être obligés de se passer de manger pendant des mois pour
arriver à partir. C'est quand même anormal. Ou alors de se jeter, que sais-je. Et là, je pense qu'on devrait aussi peut-être réfléchir à ce problème. Oui, je partage votre avis, mais quelle serait votre réponse pour vous? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour donner droit à cette demande? Qu'est-ce que vous proposez? Moi, j'ai toujours souhaité avoir une petite pilule. Maintenant, c'est difficile, hein, je reconnais que là, c'est vraiment une réglementation. Mais bon. Il n'y a pas dans la salle des personnes qui travaillent en gériatrie? Je suis sûr qu'il y a quand même dans la salle des gens qui travaillent en gériatrie. Ce serait intéressant de voir comment par rapport. D'abord, c'est une très bonne question que vous posez. Et vous n'êtes pas la seule à vous la poser. Et il y a aussi des familles qui se posent la question quand elles ont des parents très âgés, très très dépendants, qui ont perdu leur faculté cognitive. Donc c'est des vraies questions et on va être de plus en plus confrontés à ces questions avec le vieillissement des populations. C'est une évidence. Donc n'ayez pas le sentiment d'abord. Vous avez remarqué que je ne suis pas chef de l'État. Donc je n'ai pas la prétention de décider pour tout le monde. J'essaie d'intervenir. Une concertation, de la discussion, c'est pour ça que je respecte ce que vous dites et je n'écoute qu'attention. Maintenant, c'est ensemble aussi avec une société, dans le cadre d'un débat de concertation, et par exemple, un espace éthique régional peut participer de cette réflexion avec des gens. Par exemple, je trouve que ça serait intéressant, si demain il y a une réflexion publique qui est menée par l'espace éthique régional d'ici, c'est intéressant que votre point de vue soit écouté, que vous ayez aussi le point de vue d'autres personnes, d'abord qui ne partagent peut-être pas votre point de vue ou qui partagent, mais aussi de professionnels. Alors, j'ai vu quelqu'un a pris la parole. Quelle est la position d'un... Vous êtes en gériatrie? Pas du tout. Je suis infirmier à Tarbes et je voulais revenir sur cette notion d'exception que vous avez évoquée dans certains avis. Et qu'est-ce que l'exceptionnel par rapport au commun des soins? Moi, je suis soignant et pour moi, l'exceptionnel, ça doit être nous, en tant que soignants, l'accompagnement qu'on fait et de permettre justement, à travers les soins palliatifs, de permettre la liberté du patient. Il y a aussi cette notion de temps, donner le temps au patient de pouvoir cheminer et avancer. Et donc, par rapport à cette exception, moi je préférerais qu'on soit exceptionnel, nous soignants, et qu'on renforce les soins palliatifs, qu'on renforce les réseaux, et qu'on soit plus proche de nos patients. Si vous voulez, la seule... mais moi, je ne suis pas professionnel de santé, je n'assume pas cette responsabilité, je suis agent de la tchat, je parle beaucoup. Et je vais dire que je comprenais tout à fait la question que madame vient de poser. Un jour aussi, on en parle davantage. Je n'ai pas l'impression qu'on la néglige, notre question. La question que je pose, c'est quel type de réponse apporter à votre question. Et d'un point de vue très général, je dirais, souvent quand on discute avec des personnes, qu'elles soient malades, atteintes de handicap ou âgées, souvent c'est le sentiment de ne plus exister, que leur existence n'a plus de sens, n'a plus d'usage social, etc. Qu'elles sont des êtres de solitude, vous êtes d'accord là-dessus, et qu'elles soient dans une marginalité. Donc ma première question, c'est quel type de sollicitude, d'accord, quel type d'attention on a vis-à-vis de ces personnes. On a un vrai défi. Quand on a en France 15 millions de personnes qui sont atteintes de maladies chroniques, et beaucoup d'entre elles vivent, et plutôt survivent, parce que la médecine leur permet de survivre là où elles seraient mortelles. Quel type de solidarité la société met en place? Est-ce qu'il y a une compatibilité entre ce que la médecine peut et ce que la société peut faire? La question politique. Et je trouve que vous qui avez si bien formulé votre question, faut que vous la formuliez tout à l'heure, M. Ladagné disait, d'un point de vue citoyen, la citoyenneté renvoie quand même à la dimension de la société, de la politique. Je dis c'est des questions qui doivent être posées aujourd'hui, mais doivent être posées même si elles font la peine, enfin, je veux dire, parce que ça montre aussi des détresses, ça montre des solitudes, ça montre des vulnérabilités, la société a besoin de les connaître. C'est vrai que c'est plus facile de s'atteler à parler d'un match de foot que de parler de la détresse de personnes âgées. Donc moi je trouve que c'est une vraie question et croyez bien qu'on est très attentif. La seule problématique pour moi c'est quel type de réponse. Voilà. Et tout à l'heure Thierry évoquait des propositions de loi, d'extension de la loi aux Pays-Bas en Belgique, précisément pour des personnes âgées qui ont le sentiment que leur vie n'a plus de sens, c'est-à-dire elle est devenue comme quelque chose d'insensé. Est-ce qu'on doit y satisfaire ou pas? C'est des questions qui posent vraiment aussi, on le veuille ou on le veuille pas, la question de la solidarité. Puis le deuxième point, est-ce que cela relève du médical? C'est-à-dire, est-ce que la... Voilà. Mais vous voyez la question que je pose,
Et est-ce que c'est un médecin, non mais c'est ça la question concrète, est-ce que c'est un médecin de dire cette dame, elle souffre trop maintenant de sa vieillesse, elle a perdu le goût de la vie, elle se sent bon. Est-ce que c'est à lui d'authentifier la légitimité de votre demande, que je comprends, est-ce que c'est médical? Ça, c'est des vraies questions. Pour l'association pour le droit de mourir dans la dignité, il y a un certain nombre de personnes, donc il y a toutes les pratiques de la DMT, mais la vraie question que je me posais au tout début, c'est à la fois de mettre en cause le pouvoir médical, parce que j'arrive à comprendre, tous les pères fondateurs de la DMT, mais ensuite de solliciter quand même un pouvoir médical, c'est le pouvoir, on le veuille ou on le veuille pas, quand on sollicite le médecin dans un suicide médicalement assisté ou dans une euthanasie, c'est pas neutre, y compris pour le médecin. Donc ça pose vraiment ce type de questions. Une fois que je vous ai dit ça, c'est rendez-vous un autre jour pour développer ces questions, à mon avis, au niveau des réponses. Et comme il y a d'autres personnes qui veulent poser des questions, je vais surtout vous dire que votre question est une vraie question, et probablement que la réponse ne se situe pas uniquement à l'hôpital ou d'un point de vue médical. Bonjour. Je suis en gériatrie, je ne suis pas soignante. Je suis bénévole en soins pédiatriques. Et pour répondre à la question que vous posiez tout à l'heure, effectivement, que Madame... Entendu. La question de sens est vraiment présente au cœur des interrogations que se posent les personnes en fin de vie. Effectivement, ce qui est difficile pour ces personnes, c'est de se sentir seul, de se sentir non compris, de se sentir objet de soi et de ne pas être dans la relation tout simplement avec d'autres personnes. Je crois que c'est vraiment là le cœur de la souffrance, tel qu'on peut l'évoquer dans la demande d'euthanasie ou dans la demande d'accompagnement. De dire d'un mot par rapport aussi à l'intervention précédente. Moi, je rends hommage aux professionnels qui assument cette mission que nous l'a citée. Et ce n'est pas uniquement une mission de soignant, c'est une mission, excusez-moi, aussi citoyen. C'est-à-dire, au niveau de la société, vous défendez nos valeurs, ce que j'appelle la dimension de non-abandon de la personne. Vous êtes présent. Nous, dans notre réflexion éthique, par rapport aux pratiques professionnelles, je dis qu'il faut un environnement et des compétences particulières. Et surtout, collégialité, pour éviter, j'allais dire, d'être dans des dérives par rapport à ces questions. Et ce que j'ai observé, c'est que la question de l'euthanasie, encore une fois, je ne mets pas en cause une revendication philosophique de la mort de la dignité, du suicide, encore une fois, c'est une affaire individuelle. Mais on se rend compte quand même que la demande émerge souvent, et c'est très bien dit dans le rapport SICAR, là où il n'y a pas une anticipation à des situations de crise, d'une certaine manière, là où des professionnels sont démunis au niveau de leurs compétences, pas uniquement psychologiques, mais également en termes de ressources, j'allais dire, de confort. Et puis je pense que tout ça justifie véritablement, par exemple, des espaces de concertation éthique, et je suis content que la première réunion un peu officielle de l'RMI soit consacrée à cette question. Parce qu'on ne pourra pas se mettre la tête sous le sable sur l'évolution du concept de sédation, par exemple. Quand je vais sur le terrain, je dis à l'espace éthique de la PHP, 37 hôpitaux, 90 collaborateurs. Et quand je vais sur le terrain, moi je vois par exemple dans certaines disciplines où on considère qu'on n'a pas besoin de la loi parce que la sédation, et ça renvoie un peu des critiques que font les gens de la DMT par rapport à l'hypocrisie. En disant, regardez la loi Leonetti, tout ça pour vous dire que je vous écoute et que j'essaie de vous comprendre aussi dans vos revendications. Quand vous dites, la loi Leonetti, c'est hypocrite dans la mesure où la sédation peut être pratiquée aujourd'hui avec l'intentionnalité de la mort, je l'observe aussi sur le terrain. Voilà, c'est donc dire à quel point aujourd'hui, un des grands défis au niveau du débat, c'est la question de la sédation, avec toutes ces notions qu'on a fait apparaître, sédation terminale, sédation palliative, bon, tous ces éléments à prendre en compte. C'est là où le débat, à mon avis, doit être mené au niveau de la vie professionnelle, et c'est là où un espace éthique doit être le lieu qui favorise ces discussions, de façon à être le plus ajusté à la demande vraie de la personne. Et la demande est très difficile à formuler quelquefois. Tu sais, je m'interroge dans l'ouvrage, je dis, je fais un peu de publicité pour l'ouvrage, mais je dis, quand une personne n'a plus envie de demander à autrui que le fait de l'achever, ça interroge aussi sur la relation interindividuelle et sur notre responsabilité. Si vous n'attendez plus qu'un médecin qui vous mette à mort, ça interroge aussi sur la relation qui s'est construite, sur la relation de confiance qui est devenue une véritable défiance où vous cherchez l'issue, malgré tout. Voilà. Et il faudrait des heures pour chaque fois développer ces différents points.
Juste un mot, s'il vous plaît. Juste un mot pour répondre au médecin. Je ne parle pas de mon expérience. Il y a quelqu'un qui prend la parole. Vous êtes un démocrate à la VMD, et madame, elle vous parler. Allez-y, madame. À tous et bonsoir, monsieur Hirsch. Merci tout d'abord de votre faculté d'écoute et d'essai de compréhension de l'autre, que je trouve assez admirable chez vous. Je voudrais simplement vous faire part de ce que je vis, de ce que je ressens depuis beaucoup d'années. En fait, je suis, moi, comme tout le monde, par le plus grand des hasards. Ce que je veux dire par là, ce qui paraît une banalité, c'est que je vis avec mon corps, je vis avec mon intelligence ou ma bêtise, avec ma beauté ou ma laideur, avec mes aptitudes ou mes handicaps intellectuels ou physiques. Je vis avec quelque chose, un outil que je n'ai jamais demandé à avoir. Je suis contrainte, c'est ce que je sens chaque jour de mon existence, je suis contrainte de faire avec mon enveloppe corporelle et tout ce qu'elle induit au niveau de mon psychisme. Et je ne connais pas les mots pour dire beaucoup de choses, mais j'espère vous faire comprendre. Donc, au bout de X années de vie, avec des joies, des souffrances, des bonheurs, etc., ce corps finit, comme tous les organismes vivants, par se dégrader. Alors j'ai envie de poser la question qui n'a pas pour l'instant de réponse. Alors non contente d'avoir vécu 40, 50, 60, 80 ans, ce qui n'est pas encore mon cas, avec cet organisme auquel je dis merci, avec la médecine française à laquelle je dis merci, pourquoi ne puis-je pas décider de quitter cette vie en douceur lorsque je le décide? C'est quelque chose qui me semble être une injustice phénoménale. Dans la mesure où, je le répète, je n'ai pas demandé, je n'ai pas voulu être qui je suis. Donc ce serait ma manière à moi de faire un pied de nez à l'existence et de quitter la vie. Ça serait la seule réelle décision que je saurais prendre de ma vie de femme. Voilà, je me suis sans doute mal exprimée, je vous en prie de m'en excuser. Vous êtes très très bien exprimé, vous pourriez vous exprimer dans les répliques. Je ne vais pas faire la publicité de l'ouvrage, mais dans la dernière partie, l'avant-dernière partie, je parle de 2 films, Amour et Quelques heures de printemps. Où précisément, il y a une dame comme vous qui dit peut-être que c'est la dernière, la première liberté que je vais prendre, c'est-à-dire de décider, je ne sais pas si vous avez vu le film, c'est un très beau film, où elle va décider de bénéficier d'un suicide assisté en Suisse. Donc j'analyse ces deux approches, d'une part le suicide assisté avec Quelques heures de printemps, et d'autre part l'euthanasie avec tout ce qu'il y a eu de particulier dans le film Amour. Donc je comprends tout à fait votre point de vue. Encore une fois, ce qui moi aujourd'hui m'interroge, une fois, mais je vous dis globalement, maladroitement, c'est la médicalisation, si vous voulez, de ces questions. C'est-à-dire que pour moi, le rôle du médecin, pour moi, ça me paraîtra un peu hypocrite, n'est pas d'être, non pas l'accompagnateur, mais c'est pas le soulageur. Vous savez que les armées napoléoniennes avaient des soulageurs qui, sur le champ de bataille, donnaient le coup fatal aux blessés qu'on n'arrivait pas à soigner. Il y a d'autres manières de soulager. Et je trouve que la fonction médicale, mais ça vous paraîtra de la rhétorique et de la théorie, ne se situe pas là. Et d'ailleurs, j'ai vu récemment un parlementaire proposer de créer un corps social spécialiste pour tuer les personnes, enfin pour les aider. Il ne faut pas toujours parler d'euthanasie, enfin, il s'agit quand même d'aider les personnes à mourir. Pour les aider à mourir, c'est plutôt l'acte qu'on pratique et plutôt de tuer la personne. Donc ils sont pour former des gens de la même manière que des unités mobiles maintenant euthanasiantes qui ont été mises en place en Hollande, aux Pays-Bas. Encore une fois, votre point de vue, je le respecte. Encore une fois, je respecte, je ne veux pas d'ailleurs en tout cas je me prononce là-dessus, c'est votre point de vue et il est évidemment respectable. Encore une fois, je m'interroge, quand on demande à une société de valider notre démarche en faisant appel à un corps professionnel qui légitimerait le fait qu'à un moment donné, on vous donne la mort. Voilà. C'est ce qui m'interroge personnellement. Je suis une infirmière dans une EHPAD. Et je voudrais dire simplement qu'en fait, on essaie d'accompagner ces vieilles personnes en fin de vie, que c'est pas facile parce qu'on n'est pas assez en personnel
et que quelquefois c'est très, très difficile d'accompagner parce que quelquefois on est, par exemple le dimanche dernier, j'étais seule infirmière pour 80 résidents, et on a eu 2 fins de vie, et pour les accompagner dignement, c'est pas très facile, parce qu'il faut s'occuper des autres, il faut s'occuper d'eux, il faut s'occuper des autres, et que c'est pas toujours simple, mais qu'on essaie de respecter la dignité des personnes, leur choix. Et puis je voudrais dire aussi que les familles ne sont pas prêtes non plus à laisser partir leurs résidents, et que c'est souvent les familles qui refusent, il faut absolument envoyer les personnes à l'hôpital, il faut absolument les garder en vie parce que on n'est pas prêt, la mort n'est à bout et on n'est pas prêt à laisser partir nos parents parce que on ne veut pas. On veut pas parce qu'après c'est nous qui allons arriver, on ne veut pas parce qu'on a des personnes qui ont plus de 100 ans mais les familles ne sont pas prêtes à les laisser partir parce que c'est pas possible. Alors on s'acharne et nous on essaie de se battre contre ça en essayant d'expliquer mais c'est pas toujours très simple. Donc je voulais dire, dans les EHPAD, on montre souvent à la télévision qu'il y a des maltraitances, il y a beaucoup de choses, mais non, on met du personnel et on essaie d'aller au maximum d'accompagner, mais c'est pas toujours très simple. Et qu'on est souvent très seul et on essaie de faire la minimité, mais c'est pas. Juste comme il y a des questions et qu'on a peu de temps, mais je vais vous dire, moi j'estime sans réserve pour les gens qui travaillent dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Si on a accepté l'espace éthique de la PHP de prendre la direction des RENA, l'espace national de réflexion éthique sur la maladie d'Alzheimer, c'est aussi par considération des équipes professionnelles. Et dans le rapport SICA, on aborde les personnes qui, dans les EHPAD, quelquefois en fin de vie, terminent leur existence dans un box de réanimation, enfin je veux dire aux urgences, surtout aux urgences plus qu'en réanimation. Et toutes ces questions de la dignité des professionnels me semblent aussi importantes que la dignité des personnes qu'on accueille. Parce qu'effectivement, quand dans un EHPAD, dans des V120, on voit si peu nombreux sont les professionnels, aussi bien aides-soignants qu'infirmières la nuit, ça pose la question de la dignité aussi des professionnels. C'est pour ça que je reviens pour dire que c'est une réflexion politique qui doit être menée par rapport à ces questions. Et sachez qu'on a quand même rendu un avis, une réflexion de fond sur cette question de la fin de vie dans les établissements pour les personnes dépendantes, sur la notion d'anticipation, d'accompagnement, de formation. Mais une fois, cette message que vous pouvez passer avec le cœur, c'est vraiment mon admiration, parce que ça me rassure de savoir qu'il y a des établissements où, c'est pas des CHU, où on résiste, où on est des militants. C'est la même chose pour des masses qui accueillent des personnes très handicapées. On ne fera pas la une des journaux à TF1 en disant, regardez, dans cet établissement, il y a une infirmière et une aide-soignante pour 80 personnes, et regardez ce qu'ils font d'exceptionnel la nuit, dans l'anonymat plus parfait. Mais pour moi, en tant que citoyen, je suis rassuré que la démocratie est aussi ses valeurs, parce que je vais vous dire très sincèrement. Il y avait madame. En fait, on travaille avec le réseau Reliance et je voulais les remercier parce qu'ils nous apportent beaucoup, et pour les résidents, et pour nous, parce que ce n'est pas toujours évident pour les soignants d'accompagner. Donc, je les remercie. Alors, on va prendre une dernière question pour ensuite laisser le temps à Emmanuel Hirsch de prendre quelques temps pour dédicacer ses livres et d'échanger avec vous. Faites gaffe, on est un peu inquiet. Bonsoir, moi je travaille en gériatrie essentiellement, mais j'accompagne aussi des personnes en fin de vie qui ont des longues maladies. C'était juste pour dire que je ferai un parallèle entre les deux, parce que ces demandes justement de mettre fin à leur vie sont les mêmes que ce soit en longue maladie ou une personne qui est arrivée au bout de son âge, et que c'est étroitement lié à l'accompagnement que nous, soignants, on leur fait. Et on le ressent, et quand on les accompagne bien, que ce soit au niveau physique avec les antidouleurs, des antidépresseurs ou des anxiolytiques, plus tous les soins qu'on fait, toute la relation d'Alain, souvent ces demandes disparaissent. Donc ça interroge sur le fait que est-ce que c'est vraiment effectivement la fin de vie qui demande, ou est-ce qu'il y a juste c'était le confort de fin de vie et le bien-être jusqu'au bout qui demande. Voilà. Je ne répondrai pas, mais on est tout à fait d'accord. J'espère qu'un jour on m'invitera de nouveau à la RIP et on fera une deuxième session. Il reste une question. Oui.
Je vais intervenir avec une catégorie un peu particulière par rapport à des personnes qui sont là, c'est-à-dire avec une catégorie juridique, des avocats. Et je n'ai pas pu m'empêcher à vous écouter sur la loi, à penser que jusqu'à maintenant, dans les textes de loi, on a la notion de non-assistance à personne en danger, et que là, on passerait à une notion d'assistance à personne qui voudrait autre chose que d'être sorti d'un danger, entre guillemets. Et la seule chose que je voudrais dire, c'est que j'espère que dans les débats parlementaires, Dieu sait s'ils sont fournis et complets, on est parmi les juristes, les parlementaires, qui ne sont pas toujours juristes, autant de finesse, d'analyse, de synthétisation et d'approche humaine. Je ne dis pas que les parlementaires ne sont pas concernés, mais quand on arrive dans la notion de la loi, on peut se dire qu'à un moment, l'humanité, on sait plus ce qu'on en a fait. Ou alors on tombe dans une loi qui se veut avec de grandes valeurs morales, mais qui devient plus calme, de certaine façon. Donc j'aimerais qu'ils aient autant d'analyse et de finesse que celle que vous avez. Merci. Comme il faut conclure, je conclurai sur deux mots. J'ai une diapo, mais je ne l'ai pas mis dans mon diaporama, qui dit comment pour une société c'est important d'avoir des professionnels dans le champ du soin. Quand vous soignez l'autre, vous soignez aussi la société, elle en a bien besoin. Et rendez-vous compte que cette présence vis-à-vis des personnes vulnérables, c'est une présence pour moi, c'est pour ça que je me suis engagé dans le domaine du soin en tant que non-soignant, que j'en ai fait ma vie. Finalement, pour moi, c'est une démarche qui est une démarche éminemment politique. Voilà. C'est-à-dire, ce sont des personnes, des citoyens qui se mobilisent, souvent dans l'indifférence générale. La question de la fin de vie, c'est pas uniquement une affaire de temps en temps qui défraie la chronique. C'est la cause de chacun d'entre nous. Et de savoir qu'il y a cette préoccupation de gens anonymes qui défendent des valeurs aussi fortes d'humanité, pour moi, ça me rassure sur notre démocratie dont on doute souvent aujourd'hui. Voilà. Il y a tous ces débats récurrents qui nous rendent indigestes, en quelque sorte, de la société, sur le mépris, sur les malversations, sur les manipulations, etc. Alors qu'on a des gens qui, dans une vérité humaine difficile, dans des confrontations qui les bouleversent souvent, dans des face-à-face où ils se sentent seuls, quelquefois reliés par leurs institutions, dans des climats quelquefois délétères, avec aussi à prendre en compte des familles qui sont elles-mêmes dans la douleur, etc. Comment je sais la dimension de tout ça, et pourtant vous mettez de la vérité, de la présence et d'une responsabilité extraordinaire. C'était l'hommage que je voulais vous rendre et dire, je crois que c'est ça un espace éthique, d'une certaine façon. C'est être capable de réunir des gens aussi exceptionnels, non pas pour faire la haute philosophie, mais pour se dire ensemble qu'est-ce qu'il y a à défendre dans une démocratie aujourd'hui. Quelles sont les valeurs qu'on partage, où se situe notre bien commun. Notre bien commun, il se situe peut-être davantage dans les EHPAD qu'on a évoqués, ou dans les établissements, les services qu'on a évoqués, que dans certains lieux qui prétendent être les temples de la démocratie. Et je terminais sur un dernier point. Chacun a son itinéraire, c'est là où c'est difficile de parler de ces questions d'une manière générale. Les professionnels aussi ont leur expérience de la douleur, de la maladie, de la perte d'être cher, etc. C'est ce qui nous est commun. Je dirais que retenez uniquement, de mon point de vue, le fait que dans la cité, nous sommes assez nombreux à dire que ces questions sont des questions essentielles. Elles sont peut-être plus intéressantes que pour le mariage pour tous ou la procréation multiple, j'allais dire, la procréation médicalement assistée. Voilà ce que je vais dire en toute humilité. Merci de votre attention. Et puis, n'hésitez pas à lire le livre, il faut que je fasse plaisir à vous dire, trouverez tout ce que je n'ai pas dit et qui est aussi important, mais je le dis mieux dans le livre que je le dis en réponse. Merci de votre attention. Manuel, je crois que notre région a été assez frustrée que Mexicain ne vienne pas pour des raisons d'intendance. Donc tu ouvres un chantier que l'Église va volontiers relancer, en ce sens que la demande ne monte pas. Les externes, l'année dernière, nous ont sollicité. Cette année, on a discuté dans un café éthique à la faculté de pharmacie. Donc cette question revient assez souvent. Vient d'être publié l'arrêté sur la réforme du deuxième cycle des études médicales. Les systèmes éthiques qui sont très présents et en particulier sur les questions dont on a traité ce soir. Je crois que c'est un encouragement à poursuivre ce débat. Avant que vous ne quittiez, nous avons remis le questionnaire à compléter
ayez la gentillesse de le compléter pour que nous puissions continuer d'organiser des soirées de réflexion comme celle-ci. Merci à vous.